Normalement, ça va commencer. Voilà, c'est en route. Donc, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons cet après-midi M. Roch-Olivier Mestre, président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus communément connu sous le nom de ARCOM. Donc, je rappelle à mes collègues que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, et la Haute Autorité pour diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, ADOPI, ont fusionné pour devenir, depuis le 1er janvier 2022, l'ARCOM. Et ce rapport annuel 2022 est donc le premier rapport de l'ARCOM depuis la fusion. L'année 2022 a été marquée notamment par les élections présidentielles et législatives, la nomination des présidentes de Radio France et France Médias Monde pour un nouveau mandat, l'abandon du projet de rapprochement entre TF1 et M6 et l'adoption du règlement européen sur les services numériques, ou Digital Services Act en anglais, une première année d'existence particulièrement riche pour l'ARCOM. L'ARCOM a par ailleurs remis, en octobre 2022, son avis sur l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens, COM, de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde pour l'année 2021, avec 23 objectifs réalisés sur 31, et a rendu public un rapport relatif à l'exécution du cahier des charges de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde au titre de l'année 2021. S'agissant de ressources humaines de l'ARCOM, votre rapport annuel fait état d'une meilleure utilisation de son plafond d'emploi en 2022, étant donné les nouvelles missions qui lui sont confiées et celles à venir dans le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Estimez-vous que le plafond d'emploi autorisé est adapté ou vous semble-t-il devoir être relevé? Donc, Monsieur le Président, sur cette question, je vais vous donner la parole pour une présentation du rapport annuel 2022 de l'ARCOM, donc une présentation d'une quinzaine de minutes, avant que nos échanges se poursuivent par un jeu de questions et de réponses. Donc, c'est à vous. Vous nous avez préparé un PowerPoint, c'est ça? Oui, un diaporama, pardon. Il y aura quelques slides, comme on dit en français, d'outre-Manche. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans cette enceinte pour vous présenter, vous l'avez dit, le premier rapport d'activité de l'ARCOM. Ce moment privilégié d'échange est pour moi l'occasion d'abord de partager avec vous les constats et les analyses de l'autorité sur les mutations qui sont à l'œuvre dans notre paysage audiovisuel et numérique. Ensuite, dresser devant vous un premier bilan de l'action de l'ARCOM, celui d'une autorité très profondément transformée depuis 5 ans et pleinement opérationnelle. Enfin, d'évoquer devant vous notre feuille de route et les grands dossiers, il ne manque pas de l'autorité pour l'année qui vient. S'agissant des transformations en cours de notre paysage, transformations sous l'effet de la transition numérique, je serais tenté de parler devant vous d'une triple révolution. La première révolution, vous la connaissez, c'est celle des usages. Nous observons aujourd'hui une forme de paradoxe. D'un côté, nous n'avons jamais passé autant de temps à regarder des contenus sur nos multiples écrans, 6 en moyenne dans les foyers français, près de 6. Pour reprendre le titre du dernier livre de Bruno Patino qui sort ces jours-ci, nous vivons une véritable submersion des contenus. 50% des Français, pour ne citer que cet exemple, sont désormais abonnés à un service de vidéo à la demande qu'ils regardent en moyenne 30 minutes par jour. Ce n'est qu'une moyenne. Et cependant, de l'autre côté, même si elle demeure élevée, la durée d'écoute individuelle, ce qu'on appelle la DEI, qui est un indicateur important de mesure dans le secteur, est en diminution structurelle. Elle a baissé de près de 20% depuis 2020, avec un vieillissement accéléré des téléspectateurs. Si j'ose dire, le constat est sans appel. L'âge moyen du téléspectateur est à présent de 57 ans. Il a pris 10 ans en 10 ans. Et les jeunes regardent de moins en moins la télévision, on le sait, pour privilégier d'autres vecteurs. Je cite que cet exemple, 2/3 des moins de 15 ans se rendent quotidiennement sur Snapchat, suivi de près par TikTok ou Instagram.
71% des 15-34 ans consultent l'actualité via les réseaux sociaux, qui sont pour eux le premier mode d'accès à l'information. Ça, je crois qu'il est essentiel qu'on prenne tous la mesure de cette révolution des usages qui est en cours sous nos yeux. La deuxième révolution, c'est celle des acteurs de notre paysage audiovisuel. D'abord, la structure de notre paysage est bouleversée par la place occupée par les grandes plateformes internationales de streaming, de vidéos en streaming, avec un marché, vous le savez, dominé par 3 acteurs, donc Netflix, Amazon, Disney. Par leur force de frappe technologique et financière, ces plateformes constituent pour nos groupes nationaux une concurrence croissante sur l'acquisition, sur les coûts, sur la diffusion de programmes inédits, qu'ils soient audiovisuels ou cinématographiques, comme sur l'accès aux talents. Et ce climat d'hyperconcurrence généré par la présence de ces acteurs, ce climat qui est loin d'être stabilisé, pousse, on le voit bien quand on observe ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, à des opérations de consolidation très, très fortes. Il y a eu de multiples ces dernières années que vous connaissez, Disney, Fox, Warner, Discovery et bien d'autres. En second lieu, le paysage est également percuté par le poids croissant des acteurs numériques, pour la plupart là aussi extra-européens, qui absorbent à eux seuls plus de la moitié, je pense que c'est un point qu'il faut que tout le monde ait bien en tête, plus de la moitié des ressources publicitaires qui sont consacrées aux médias. En 2022, nos médias traditionnels tiraient seulement 12% de leurs recettes publicitaires de leurs offres numériques. Au même moment, la même année, 66% des recettes de la publicité numérique en France étaient captées par 3 acteurs extra-européens, Google, Meta, Amazon. Donc révolution, le mot n'est pas trop fort, des usages, révolution des acteurs qui vient bousculer nos acteurs traditionnels. Troisième révolution qu'on évoque peut-être moins, mais qui est aussi importante, c'est celle de la distribution des contenus, la manière dont les contenus audiovisuels sont aujourd'hui distribués dans notre paysage. La réception TNT, l'antenne râteau sur nos toits, qui a longtemps dominé notre paysage, est aujourd'hui assez vigoureusement concurrencée. En net recul, elle n'est désormais le seul mode d'accès à la télévision que pour un peu moins de 20% des foyers français. À l'inverse, les télévisions connectées sont en croissance très rapide. 88% des foyers français équipés d'un téléviseur avaient déjà maintenant, en 2002, fin 2022, ce qu'on appelle une Smart TV. Et donc la distribution directe des contenus via Internet, ce qu'on appelle dans le jargon l'OTT, vient bousculer le modèle historique de la box. Le téléviseur se transforme aujourd'hui, jour après jour, en véritable magasin d'applications à l'image de nos smartphones. Les usages du téléviseur hors télévision, hors programme traditionnel de télévision tels qu'on les regarde, représentent déjà entre un tiers et la moitié du temps qui consacrent les 34 ans. Donc sur l'écran, ce magasin d'applications, on regarde aussi d'ores et déjà d'autres contenus que les programmes traditionnels offerts par les éditeurs de télévision. Au terme de ce rapide panorama, vous l'aurez compris, le monde change sous nos yeux et ces changements sont lourds de conséquences pour nos acteurs nationaux, qu'ils soient publics ou privés. Ils sont lourds de conséquences pour notre souveraineté culturelle. Ils sont lourds de conséquences aussi pour notre modèle d'information indépendante et pluraliste. Et dans le contexte que je viens de décrire très rapidement, il aurait naturellement été incompréhensible que le régulateur lui-même ne change pas pour s'adapter et pour mieux accompagner les opérateurs, mais aussi les publics face à cette nouvelle donne. C'est le sens de la création de l'ARCOM le 1er janvier 2022. Et je tiens ici à remercier le Parlement et tout particulièrement votre commission pour avoir permis, loi après loi, si je crois cette année à la 12e loi depuis que je préside l'autorité, loi après loi, pour avoir permis cette transformation en profondeur de l'autorité au cours des 5 dernières années. Mon second point sera justement pour souligner, et vous l'avez vu avec la densité du rapport d'activité,
pour souligner que l'ARCOM est une institution non seulement profondément transformée, mais pleinement opérationnelle. En premier lieu, je rappelle devant vous que nos compétences s'étendent désormais à 3 familles d'acteurs qui sont de plus en plus imbriqués. D'abord, bien sûr, les médias audiovisuels traditionnels, la télévision, la radio, avec leur prolongation numérique. Ils continuent à jouer un rôle prépondérant dans l'accès, dans le financement de l'information, de la culture, le divertissement. Et nous veillons, vous connaissez ces missions traditionnelles du régulateur, au respect de leurs obligations en matière de pluralisme, de représentation de la diversité ou encore d'honnêteté de l'information. Deuxième famille d'acteurs sur lesquels nous intervenons maintenant, ce sont les services de vidéo à la demande, y compris les services internationaux, qui contribuent désormais, depuis la fameuse directive Services médias audiovisuels de 2018, directive européenne qui a été transposée dans notre droit, vous le savez. Ces plateformes contribuent maintenant, elles aussi, au financement de la création française. Elles le font sous notre contrôle. Et nous avons publié, donc, l'année dernière, le premier bilan qui met en avant la dynamique de leur contribution, puisque pour la première année, pour le premier exercice, l'exercice 2021, qui était une demi-année d'application de cette nouvelle réglementation, elles ont apporté 140 millions d'euros au financement de la production. Troisième famille d'acteurs sur lesquels nous intervenons désormais, ce sont les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, dont nous supervisons donc les moyens pour lutter contre les fausses informations, la haine en ligne et les contenus inappropriés. Si je devais résumer d'une formule, je serais tenté de dire que notre champ d'action va ainsi de TF1 à Meta, en passant par Radio France et Netflix. En second lieu, depuis le 1er janvier 2022, l'ARCOM a bien sûr été à pied d'œuvre pour remplir ses différentes missions tout en achevant son processus de transformation. Vous en avez évoqué quelques-uns, Madame la Présidente, mais je vais citer pour mémoire quelques-unes des grandes échéances qui ont marqué notre année, qui étaient assez inédites pour l'institution. Il a fallu gérer, au regard de nos compétences, bien sûr, les élections présidentielles et législatives, ce rendez-vous majeur de notre vie démocratique, qui a très fortement mobilisé nos équipes en charge du pluralisme, en lien étroit avec les médias audiovisuels, les plateformes, les partis politiques, les équipes des candidats, des différents candidats en lice. Et je crois qu'on peut relever, ça a été salué par tous les observateurs, que cette campagne, de ce point de vue-là, s'est bien déroulée sans incident significatif. Et nous préparons d'ores et déjà, maintenant, le scrutin européen de juin 2024. Nous avons eu à traiter de très importants projets de consolidation qui nous ont beaucoup mobilisés dans nos travaux, dans nos analyses. Je pense au projet de TF1 M6, qui n'a pas vu le jour, mais qu'il a néanmoins fallu instruire longuement et de façon très approfondie, ou au projet d'OPA du groupe Vivendi sur le groupe Lagardère, qui relève de la Commission européenne, mais qui a des implications, bien sûr, pour les médias audiovisuels nationaux. Je pense aussi, vous l'avez cité, aux 2 nominations auxquelles nous avons procédé l'année dernière. Nomination à la présidence de Radio France, nomination à la présidence de France Médias Monde. Je pense à la mise en œuvre des nouvelles compétences que vous nous avez données en matière de protection de la création et de lutte contre le piratage. Pour la seule année dernière, nous avons bloqué plus de 1600 sites illicites pour le seul domaine du sport. Et je crois qu'on peut sans difficulté dire dorénavant qu'il y a un avant, un après création de l'ARCOM en la matière. Et nous nous sommes beaucoup engagés au niveau européen et international, au sein du réseau des régulateurs européens, avec les textes en cours, DSA, DMA et dorénavant le texte sur la liberté des médias, l'EMFA, ainsi que sur notre réseau francophone dont nous avons pris la présidence jusqu'en 2024. Ce sont quelques-unes des échéances. On pourrait citer aussi le lancement de l'Observatoire des podcasts, le déploiement de la radio numérique, un très gros changement pour le secteur de la radio numérique qui couvre dorénavant plus de 50% de la population métropolitaine. Je pense aussi à la nouvelle campagne Enfants et écrans que nous avons lancée l'année dernière pour sensibiliser les familles à la question de l'accès des petits-enfants aux écrans. Et je pense aussi à la conclusion des premiers contrats climat. On aura l'occasion d'évoquer ce sujet devant le Parlement prochainement.
Et puis parallèlement, l'ARCOM a dû mener à bien sa transformation. Notre collège, vous le savez, a été élargi à 9 membres, désignés dorénavant par 5 autorités différentes. Nous avons adopté un plan stratégique pour l'autorité jusqu'à 2025. Nous avons mis en place une nouvelle direction de la création pour prendre en compte nos nouvelles compétences en matière de piratage. Notre direction des plateformes en ligne est montée en puissance avec une politique de recrutement pour faire face à nos nouvelles attributions. Nous avons fusionné nos instances sociales, nous avons fusionné nos règlements de gestion, nous avons regroupé tous nos collaborateurs sur un seul et même site, et nous allons d'ailleurs, je vous en informe, devoir chercher une nouvelle implantation pour l'autorité, puisque notre propriétaire vient de nous faire savoir son intention d'engager de très gros travaux sur notre site historique, la tour Mirabeau, et donc notre bail ne sera pas renouvelé, ce qui fait que nous devrons déménager d'ici la fin de l'année 2024. Chantier supplémentaire, nous en manquions. J'en arrive maintenant à mon troisième et dernier point pour aborder rapidement devant vous la feuille de route de l'autorité pour l'année qui vient. Plusieurs échéances de premier plan attendent l'institution d'ici 2025. L'ARCOM est d'abord pleinement engagée dans le déploiement du règlement européen sur les services numériques, qui est entré, vous le savez, dans sa première phase d'application le 25 août dernier pour les très grandes plateformes. C'est le fameux DSA. Ce texte, on pourra y revenir, renouvelle profondément les missions en matière de supervision des plateformes en ligne et renforce le positionnement de l'autorité dans le jeu européen auprès de la Commission européenne comme auprès de nos homologues. Pour porter ces missions très exigeantes, sur lesquelles les attentes des opinions publiques sont fortes. Nous sommes en cours de consolidation de nos équipes grâce aux moyens qui nous ont été alloués. Là aussi, je souhaite en remercier le Parlement et votre commission qui nous a toujours soutenus dans ce mouvement, grâce aux moyens qui nous ont été alloués en loi de finances pour 2023. Et je l'espère, si le Parlement décide ainsi, dans ceux qu'il est proposé de nous accorder dans le projet de loi de finances qui va être soumis à votre examen très prochainement. Par ailleurs, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, en cours d'examen devant votre Assemblée, vous le savez, prévoit de désigner l'ARCOM comme coordinateur pour les services numériques pour la France, aux côtés de la CNIL et de la DGCCRF. C'est un chantier auquel nous nous préparons très activement. Ce texte prévoit aussi de nous confier de nouvelles missions en matière de protection des publics, notamment face aux chaînes étrangères qui sont sous sanctions européennes. Le projet de loi tire les enseignements de ce que nous avons vécu l'année dernière avec le blocage d'un certain nombre de chaînes dans le cadre du conflit entre la Russie, la Fédération de Russie et l'Ukraine, mais aussi des compétences nouvelles s'agissant de l'accès au contenu pornographique par les mineurs. L'ARCOM va aussi connaître, dans l'année qui vient, une période très structurante pour l'avenir de la télévision comme de la radio, avec plusieurs dossiers majeurs. Tout d'abord, un dossier très inédit pour l'institution, puisque nous devons faire face à la fin des autorisations de 15 services de télévision qui arrivent à échéance en 2025. Inutile de souligner devant vous le très fort enjeu qui s'attache à ce dossier pour le secteur. C'est un dossier, on pourra y revenir, dans lequel l'autorité est d'ores et déjà engagée. Toujours sur la TNT, le gouvernement a souhaité que France Télévisions puisse déployer l'ultra haute définition dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris, dossier qui intéresse également des groupes privés. Nous statuerons prochainement sur ce dossier. Ensuite, dans le secteur de la radio, nous allons poursuivre nos travaux pour étendre la diffusion de la radio numérique, le DAB+, et nous finaliserons donc au premier trimestre 2024 le livre blanc que nous sommes en train d'élaborer sur l'avenir du média radio, qui nous a conduit à auditionner l'ensemble des acteurs, et les conclusions en seront présentées à la fin du premier trimestre. Et enfin, donc un autre dossier d'ampleur que vous connaissez, je sais que vous êtes sensible, et devant nous, c'est celui des services dits d'intérêt général, qui visent à préserver la bonne exposition de nos acteurs nationaux
et de leurs programmes dans le nouvel univers des interfaces d'accès aux services audiovisuels dont j'ai parlé dans mon introduction. Là aussi, nous devrions statuer sur ce dossier dans les prochaines semaines. Enfin, de manière plus générale, l'ARCOM entend accompagner les groupes audiovisuels dans leur réorientation stratégique. Dans le contexte que j'ai rappelé tout à l'heure, ce que j'ai appelé la triple révolution, je dis très simplement ma conviction, le statu quo n'est pas une option pour nos acteurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Ils sont d'ailleurs tous, sans exception, engagés dans des réorientations stratégiques qui les amènent à consentir des investissements importants. Et d'ailleurs, l'ensemble de ces efforts souligne le dynamisme de nos opérateurs nationaux qu'il faut saluer. Nos groupes doivent aujourd'hui, il faut s'en convaincre, aller chercher les publics là où ils sont. On ne peut pas se contenter de continuer à émettre en se disant tout le monde va venir devant nous. Il faut aller chercher le public là où il est, ce qui impose de déployer et de renforcer une stratégie digitale, une stratégie éditoriale. Il faut aller chercher les publics là où ils sont, avec les formats de programmes qui correspondent à chacun de ces publics. De même, nos opérateurs sont engagés dans une révision de leur modalité de distribution qui rend crucial et qui va rendre crucial chaque jour un peu plus la question de la maîtrise et de la valorisation des données. Pour les acteurs privés, cette nécessité implique certainement de dégager de nouvelles marges de manœuvre financières, en particulier pour faire face à la concurrence sur les revenus publicitaires que j'ai évoqués. Face aux asymétries réglementaires qui permettent aux acteurs du numérique de faire en substance tout ce qu'ils souhaitent en matière de publicité, à l'inverse de nos acteurs traditionnels, l'heure est probablement venue d'engager une réflexion sur des adaptations, qu'il s'agisse des secteurs interdits de publicité ou encore du régime des mentions légales en matière de radio. Pour l'audiovisuel public, le gouvernement vient de faire connaître la trajectoire pluriannuelle de financement qu'il propose pour la période 2024-2028. Sur ce point, vous le savez, l'ARCOM a toujours souligné dans ses avis annuels sur l'exécution des contrats d'objectifs. Et nous avons rendu public ce matin même notre avis sur l'exécution du contrat pour l'année 2022. Donc on a toujours souligné le rôle essentiel que jouait, à notre sens, l'audiovisuel public dans l'équilibre d'ensemble de notre paysage audiovisuel, rôle central pour le financement de la création, pour l'information, pour ne citer que ces exemples. L'ARCOM a aussi chaque fois insisté sur l'importance qui s'attache à assurer à ces entreprises un financement pérenne, pluriannuel, de nature à préserver leur indépendance. Et l'autorité a aussi rappelé qu'un service public fort, c'est aussi un service public qui sait organiser chaque fois que nécessaire des synergies éditoriales et organisationnelles pour mieux remplir sa mission au service des Français. À cet égard, nous l'avons redit dans notre avis ce matin, nous estimons que la réussite du processus de rapprochement des réseaux régionaux de France Télévisions et Radio France, souhaité par le gouvernement, exigera, si on souhaite qu'il soit mené à bien, un pilotage opérationnel unifié. Sur tous ces sujets, les États généraux de l'information qui débutent vont certainement être l'occasion d'engager une réflexion globale pour préparer l'avenir du secteur et répondre aux enjeux du moment. L'ARCOM entend pour sa part y apporter toute sa contribution. Elle portera d'ailleurs des études que nous venons de lancer, l'une qui sera consacrée au mode d'information des Français, qui je crois sera utile et éclairante, l'autre sur un volet important du financement de l'audiovisuel, qui est une analyse fine de l'évolution du marché publicitaire. En parallèle, les travaux qui sont menés à l'échelon européen, je pense notamment à ceux qui sont conduits sur l'intelligence artificielle, mais aussi à ceux qui sont en cours dans le cadre de la procédure de trilogue sur la liberté des médias, contribueront bien sûr à nous doter de références et d'instruments plus adaptés aux transformations en cours pour préserver notre modèle démocratique et culturel. C'est en tout cas les quelques points d'introduction que je voulais présenter devant vous et naturellement, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président, pour tous ces propos liminaires et le fait d'avoir brossé déjà les missions que vous avez pu remplir tout au long de l'année, notamment les nouvelles missions. Je pense que vous allez être interrogé là-dessus. Et je vais laisser la parole aux orateurs de groupe. Et pour le groupe Renaissance, Céline Calvez.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, cela fait aujourd'hui près de 20 mois que l'ARCOM a vu le jour en reprenant les nombreuses fonctions du CSA, de l'ADOPI, mais aussi les nouvelles missions qui s'étoffent toujours. Votre rapport le démontre, les activités n'ont pas manqué en 2022, avec plus de 48 200 alertes traitées. Vous l'avez reprécisé, plus de 1600 sites de streaming sportifs illégaux bloqués. C'est une innovation salutaire de 2022. Parmi les multiples missions confiées à l'ARCOM figure la recherche d'une juste représentation de la diversité de la société au sein des programmes audiovisuels. Si nous pouvons souligner l'existence d'initiatives essentielles comme l'opération Sport féminin toujours, on peut déplorer aussi une trop grande disparité au niveau du temps de parole des femmes à l'antenne, qui ne représente que 36% en 2022, malgré un taux de présence à l'écran en augmentation situé à 44%. Une sous-représentation encore plus criante pour les personnes en situation de handicap. Ce à quoi vous veillez également, c'est l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion pour les éditeurs de services audiovisuels. Alors, parité femmes-hommes, diversité, pluralisme de l'information, à l'heure où s'ouvrent, et vous l'avez dit, les états généraux de l'information, est-ce que les mécanismes concernant un de ces objectifs pourraient s'appliquer à un autre objectif? Est-ce que l'encadrement valable pour les médias audiovisuels pourrait être aussi valable pour d'autres médias? Quelles prochaines mesures envisagez-vous de mettre en œuvre? Par ailleurs, l'ARCOM a récemment pris la présidence du réseau francophone des régulateurs des médias, avec un objectif, celui de permettre une meilleure régulation des plateformes en ligne. C'est d'ailleurs ce que notre majorité a bien voulu vous confier d'année en année. Et cette régulation des plateformes en ligne, c'est au cœur d'initiatives au niveau européen par le DSA, mais aussi au niveau national par le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, vous en avez parlé, c'est en ce moment à l'Assemblée. Aussi, au vu des récentes évolutions technologiques liées à l'essor de l'intelligence artificielle, par exemple, une amélioration du cadre juridique applicable aux grands acteurs du numérique pourrait passer par un meilleur contrôle des formules algorithmiques. Comment mieux réguler ces grands acteurs du numérique et quelles sont, à votre avis, les places des régulateurs comme l'ARCOM pour pouvoir accompagner cette révolution nécessaire? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Philippe Ballard. Merci Madame la Présidente. Président, dans un premier temps, je souhaiterais avec vous aborder, mais vous l'avez fait, la question de la souveraineté audiovisuelle française. Comme nous le savons, vous avez engagé récemment un processus de mise en avant des chaînes et radios françaises grâce au périmètre des services d'intérêt général prévu par la loi de 86. Cela s'appliquera vraisemblablement aux acteurs que vous pouvez réguler, à savoir les fournisseurs d'accès à Internet français via leur interface. Mais si nous nous projetons un peu plus loin dans le futur, nous savons que les modes de consommation évoluent fortement et les acteurs du secteur s'inquiètent de l'explosion à venir d'une consommation directe via les téléviseurs connectés grâce au Wi-Fi et leurs télécommandes difficilement régulables. Cette inquiétude peut être partagée par les acteurs radio avec l'essor des voitures connectées qui font craindre également un risque fort pour les écoutes radio. Rappelons que 80% de cette écoute est faite grâce aux autoradios. Alors comment faire à l'avenir pour garantir notre souveraineté audiovisuelle si la majorité des modes de visionnage et d'écoute des consommateurs est réalisée via des acteurs extra-nationaux, voire extra-européens, que nous ne pouvons pas réguler dans ce domaine? Enfin, je souhaiterais vous poser une question concernant le CNC que nous avons auditionné la semaine dernière. Face à nos remarques après la publication du rapport de la Cour des comptes, le CNC a admis que des efforts devaient être faits concernant la transparence des aides apportées, mais quid du financement du cinéma français qui dépend, on le sait, en grande partie du groupe Canal+. D'après vous, est-ce que ce financement est pérenne, sachant que les plateformes ne sont pas soumises dans leur obligation de financement à flécher celle-ci vers le cinéma, donc plutôt tendance à le flécher vers les contenus de programmes courts? Faut-il repenser, selon vous, le financement du cinéma français? Merci. Merci, Monsieur le député. Pour LFI, Hendrik Davy. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, l'ARCOM, née en 2022, de la fusion entre le CSA et ADOPI, est finalement une institution jeune. Rappelons ses missions. Elle assure la régulation du paysage audiovisuel et numérique avec deux objectifs. D'abord, favoriser la diversité et ensuite protéger les citoyens vis-à-vis de certains contenus. L'ARCOM est devenue centrale et ses pouvoirs ne cessent de se renforcer. J'imagine que vous vous en félicitez. En ce qui nous concerne, nous craignons une crise de croissance. La protection des citoyens, et je voudrais quand même le rappeler, relève d'abord de la police et de la justice, deux services publics longtemps négligés. Les différents gouvernements préfèrent investir dans une police visible au détriment d'une police réellement efficace, qui serait à même d'enregistrer tous les dépôts de plainte et qui aurait les moyens d'enquêter. Le service public de la justice est aussi sous-doté, ce qui rallonge les procédures pénales. L'illusion que nous pourrions contourner la justice pour le champ précis du numérique en étendant les pouvoirs de l'ARCOM est pour nous dangereux et inefficace.
Dangereux car sans respect des droits de la défense, nous sommes sous la menace de décisions autoritaires. Le contournement de la justice, sur la fermeture par exemple de sites internet, peut constituer des précédents graves pour la liberté d'expression, dont pourraient se saisir des régimes autoritaires. Inefficace, car comment 370 agents peuvent faire face à toutes les demandes? Je prendrai juste que 2 exemples. Près de 48 200 alertes ont été déposées par des téléspectateurs et des auditeurs via le formulaire du site de l'Arcom, notamment concernant des propos racistes sur les chaînes du groupe Bolloré, ce qui est quand même particulièrement grave. Cela aboutit à 19 mises en demeure et seulement 9 sanctions prononcées par l'Arcom. Autre exemple, la rapporteure du HCE sur la pornocriminalité m'indiquait la semaine dernière que très peu de contenus pédopornographiques sont finalement retirés par l'Arcom, du fait, du manque de moyens, mais aussi de la difficulté à juger du caractère pédopornographique ou non pour les agents. Mes questions sont donc très simples. Avez-vous, d'une part, une idée précise du contour de vos missions et quelles limites mettez-vous à leur extension? Et d'autre part, avez-vous les moyens humains suffisants pour répondre aux missions qui vous sont dévolues? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, Jean-Jacques Gaultier. Merci, Présidente. Président, entre ordre et liberté, c'est toujours l'éternel débat. Jeune autorité indépendante, 1 an, et donc garante à la fois de la liberté de communication, mais aussi de la régulation et de la sécurisation de l'espace numérique. C'est d'ailleurs l'objet du présent projet de loi en cours de discussion dans notre Assemblée, qui confiera et conférera de nouveaux pouvoirs à l'Arcom. Le rapport annuel 2022 est très riche et instructif. J'aimerais revenir sur certains temps forts. Tout d'abord, en ce qui concerne l'évolution du paysage de la TNT, et notamment l'abandon du projet de fusion TF1-M6, qui a défrayé la chronique en 2022. Dans un monde en pleine mutation, comme vous l'avez souligné vous-même, avec de nouveaux opérateurs, des consolidations entre opérateurs, où le statu quo n'est pas possible, avec de nouveaux usages, de nouvelles technologies, l'Arcom a rendu un avis à l'autorité de la concurrence, soulignant les risques en matière de marché publicitaire et de marché d'acquisition de programmes. Des contraintes et des conditions jugées trop exigeantes ont fait que le projet n'a pas abouti. L'échec de la fusion a abouti également à l'échec de Salto, avec des conséquences à la fois pour les abonnés, près d'1 million d'abonnés, 900 000 abonnés, et des conséquences pour les chaînes, avec la liquidation de Salto, et notamment pour l'audiovisuel public. 27 millions de déficit au bilan 2022 de France Télévisions, auquel on pourrait ajouter à plus long terme l'échec du rachat probable des parts de France Télévisions, qui pouvait être chiffré à 60 millions. Donc moins 27, moins 60 millions, ça fait beaucoup. Quel est votre sentiment sur ce gâchis et notamment sur ses conséquences sur l'audiovisuel public et sur France Télévisions? Dernier point sur la réalisation des objectifs communs en ce qui concerne les coms de France Télé, Radio France et France Média Monde. Sur les synergies, les collaborations, les partenariats, les objectifs ne sont pas atteints, tout ça est insuffisant. Partout en Europe, on a un audiovisuel public moins fragmenté, moins morcelé et avec plus de convergence. Votre avis donc sur une éventuelle nouvelle organisation, une réforme de la gouvernance de cet audiovisuel public? Merci, monsieur le député. Pour les démocrates, Sophie Mette. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, j'aimerais aborder les sujets de la désinformation, du complotisme et de leurs conséquences, mais aussi le sujet du piratage sportif. Un pan entier du document que vous nous présentez est consacré aux responsabilités sociétales et démocratiques des médias audiovisuels et numériques. Il n'y figure pas de chapitre dédié aux fake news. C'est regrettable. C'est toutefois un thème que l'Arcom connaît. Vous avez notamment réagi à des propos complotistes tenus lors de l'émission Le Grand Forum, diffusée le 3 mai 2022, sur France Maghreb 2. La défiance est un fléau pour notre démocratie, pour l'ordre public et la santé mentale. Il est très difficile pour un acteur unique comme l'Arcom de s'y opposer, bien sûr. Cependant, comment une instance comme la vôtre peut-elle renforcer encore son action pour lutter contre la désinformation et ses conséquences? Deuxième point, concernant les dispositifs de lutte contre le piratage des programmes sportifs, quelle est votre position sur la création d'un délit visant à sanctionner tout acte contribuant à la retransmission illicite de contenu sportif? Que pensez-vous de la certification signaleur de confiance prévue par la DSA, élargie aux personnes contribuant à la lutte contre les atteintes aux droits mentionnés dans le Code du sport, incluant les droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions sportives? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour les écologistes, Sophie Tallier-Polian.
Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour cette présentation. J'aurais 3 questions. Vous avez présenté dans les objectifs de l'année 2024 la préparation du renouvellement de 15 canaux sur la TNT, dont ceux qui ont défrayé le plus la chronique. Vous le savez, le groupe écologiste et d'autres groupes sont évidemment extrêmement inquiets d'un certain nombre de dérives qu'on observe quotidiennement, et certaines d'entre elles, on a pu les observer encore il y a quelques jours, par des propos absolument honteux et indignes d'un présentateur sur les punaises de lit. Monsieur le Président, comment imaginer que les éditeurs ayant eu de la part de l'ARCOM un certain nombre d'avertissements, voire de sanctions, puissent être reconduits? Je crois que cette question, un certain nombre de personnes et de nombreux citoyens et citoyennes se la posent. Deuxième question, beaucoup plus prospective. Nous sommes quelques-unes législateurs à nous interroger sur la place des enjeux climatiques au sein des grands médias. Nous avons même imaginé, pourquoi pas, la mise en place de quotas, un quota climat. Donc un groupe de travail actuellement se réunit pour travailler sur ces questions-là, car il nous semble que, notamment dans certaines périodes électorales, ces questions ne sont pas assez à l'ordre du jour et que, quelque part, cela nuit au débat démocratique. Donc, est-ce que vous avez un certain nombre d'éléments d'interrogation là-dessus? Et puis, troisième question, par rapport au com de nos services publics audiovisuels et leur adéquation au budget. Je crois que nous avons là quand même une problématique assez régulière des objectifs fixés et des moyens donnés. Ils sont en cours de renégociation. J'ai déjà dépassé mon temps, donc votre sentiment sur cette question. Je ne peux pas formuler mieux la question, en fait. Merci, Madame la députée. Pour le groupe GDR, Soumia Bourouara. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre exposé qui nous permet de bien saisir toute l'étendue de l'activité de l'ARCOM. Une activité importante et qui ne fera que croître, nous le voyons bien avec le projet de loi numérique qui arrive en séance dès demain. L'ARCOM devient véritablement le coordinateur de la régulation numérique. Il va voir ses moyens augmenter pour l'année prochaine. 10 emplois supplémentaires et 2,1 millions d'euros pour répondre aux exigences nouvelles sur les services numériques. Ma première question est, considérez-vous vos moyens humains et financiers correctement dimensionnés pour répondre à l'ensemble de vos missions? Ma seconde question sera relative aux jeux d'argent et de hasard. L'ARCOM a adopté le 19 octobre 2022 la délibération 2022-73 relative aux conditions de diffusion par les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés. À juste titre, vous regrettez cette nouvelle pression publicitaire pour les paris et les jeux d'argent. Rappelons que notre pays compte 400 000 joueurs pathologiques, 1,4 million avec des pathologies addictives. Nous allons autoriser d'autres types de jeux d'argent dans le projet de loi numérique, les jeux à objet numérique monétisables avec une régulation moindre et donc avec des publicités qui vont avec. Pouvez-vous nous faire un point sur cette situation, sur le problème posé par ces publicités, notamment dans la santé publique? Enfin, l'ARCOM participe au fonds de soutien à la production audiovisuelle de l'Agence nationale des sports. La question de la diversité des sports diffusés en clair et gratuitement continue de se poser, celle de l'élargissement du décret sur les événements sportifs protégés aussi. Que préconisez-vous afin de favoriser l'accès en clair aux événements sportifs pour le sport peu exposé, mais aussi également pour le sport féminin et parasport? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur le Président, c'est à vous pour cette première partie de réponse. Attendez, je vous donne le micro. Voilà, c'est bon. Alors voilà, c'est bon. Non, mais c'est bon. Voilà. Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs les députés pour l'ensemble de vos questions très, très riches que je vais essayer de m'attacher à répondre. Peut-être un petit rappel en facteur commun d'abord qu'il faut toujours garder en tête. Cette autorité, elle intervient
vous l'avez dit, monsieur le député, dans un champ très précieux qui est celui d'une liberté publique fondamentale, qui est la liberté de communication, la liberté d'expression, qui trouve sa source dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est consacrée dans notre Constitution, qui est consacrée dans notre loi et qui est, vous le savez, extrêmement protégée par nos juridictions, Conseil d'État, Cour de cassation et au niveau européen, Cour européenne des droits de l'homme. Et la première mission, il faut toujours avoir ça en tête, je commence par ça, première mission que le législateur nous donne, c'est d'être le garant de cette liberté de communication. La loi s'appelle comme ça, loi relative à la liberté de communication. Son article 1er rappelle que la communication est libre. Donc cette autorité n'est bien évidemment pas une autorité de censure, n'est pas une autorité qui exerce une police de la pensée, elle est garante de la liberté de communication telle qu'elle doit s'exprimer. J'insiste là-dessus parce que l'ensemble des actes que nous sommes amenés à prendre en tant qu'autorité administrative indépendante sont bien évidemment systématiquement soumis à une appréciation possible du juge. Et donc l'ARCOM, c'est arrivé de nombreuses fois dans l'histoire du CSA, pas encore dans l'histoire de l'ARCOM, j'espère que ça ne lui arrivera pas trop tôt, peut être censurée pour les actes qu'elle est amenée à prendre dans ce domaine. Et cette liberté, elle est maintenant explicitée par un peu plus de 40 ans de jurisprudence, très claire de la part des juridictions. Donc le chemin qui est le nôtre, qui est un chemin bien évidemment à la fois exaltant, mais qui suppose beaucoup d'humilité, il est extrêmement balisé. On a même eu des décisions récentes de la Cour européenne des droits de l'homme sur les limites de la liberté d'expression que nous prenons en compte quand on est amené à statuer. Et donc, si nous sommes amenés à prendre des mesures à l'égard d'éditeurs dont nous considérons qu'ils ont manqué à leurs obligations, nous le faisons bien évidemment après une analyse très fine de ce que le droit nous autorise au regard de cette liberté fondamentale. J'insiste vraiment là-dessus parce que tout le droit qui s'applique part de cette valeur de liberté et ce n'est que par exception à cette liberté qu'un certain nombre de limites ont été posées par le législateur. La deuxième branche de nos missions, c'est bien évidemment la protection des publics. Au regard de cette liberté consacrée par la loi de 86, liberté fondamentale, le législateur a fixé un certain nombre de limites pour protéger les publics. Et ces limites, on les retrouve à la fois dans le monde des médias traditionnels, télévision, radio, mais on le trouve maintenant davantage dans le champ du numérique. Alors ça m'amène du coup à rentrer dans quelques-unes des questions plus particulières qui m'ont été posées. Je vais peut-être commencer par le numérique, puisque c'est un point plus nouveau sur lequel il va falloir les uns et les autres apprendre cette nouvelle réglementation que nous allons déployer, qui est ce règlement européen sur les services numériques. Cette réglementation, elle est d'un nouveau type. Elle est assez différente dans sa conception de la régulation qui s'applique aux médias audiovisuels. En substance, elle dit à ces grands acteurs de l'Internet, vous avez une obligation, c'est de lutter contre les contenus illicites. C'est le moins qu'on puisse leur demander. C'est le moins qu'on puisse leur demander. Ce qui est interdit par la loi européenne, ce qui est interdit dans nos États, ne doit pas trouver sa place sur ces vecteurs-là qui sont omniprésents dans nos vies quotidiennes. Et au regard de cette obligation qui est posée par ce texte, ce règlement européen, qui est d'application immédiate dans l'ensemble des pays de l'Union, puisque c'est un règlement, ce n'est pas une directive, impose une série d'obligations de moyens et de mécanismes de contrôle. Ces moyens, c'est bien évidemment d'abord le fait qu'ils doivent mettre tous en place une évaluation des risques systémiques auxquels chacune des plateformes en question expose ses utilisateurs, du fait de la nature de la plateforme, évaluation annuelle, évaluation qui est soumise à un audit externe obligatoire annuel, de même qu'un commissaire aux comptes vient vérifier la comptabilité d'une entreprise qui produit ses comptes annuellement. C'est l'obligation de permettre à la communauté académique d'avoir accès aux données de ces plateformes pour pouvoir mener leurs travaux de recherche, savoir comment les algorithmes fonctionnent, comment la boîte noire opère, pourquoi tel contenu est mis en avant et pas tel autre. C'est
le dispositif des signaleurs de confiance qui permet à la société civile d'être partie prenante à la régulation, avec l'obligation pour ces plateformes de traiter de manière prioritaire les signalements qui sont effectués par ces plateformes. C'est la mise en place obligatoire de dispositifs de signalement et de réponse à ceux qui signalent sur « j'ai bien reçu votre signalement », mais surtout « qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que j'ai retiré le contenu ? Si je ne l'ai pas retiré, pourquoi je ne l'ai pas retiré ?» Donc toute une série d'obligations, et tout ça, bien évidemment, sous le contrôle d'un régulateur, c'est l'élément nouveau, avec une gouvernance, vous le savez, qui est à 2 niveaux. Au niveau de la Commission européenne, à titre principal pour les très grandes plateformes, les Facebook, les ex-Twitter X, les TikTok, les grands moteurs de recherche Google et autres, donc, qui ont été identifiés par la Commission européenne, et par les autorités nationales désignées par chaque pays membre de l'Union, donc l'ARCOM, si le Parlement français en décide ainsi, en liaison pour notre pays, je l'ai dit, avec la CNIL et la DGCCRF. Et ces autorités de régulation qui fonctionnent au niveau européen, au niveau continental, disposeront d'un pouvoir de sanction qui est très important, puisqu'il peut aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial de la plateforme. Donc on n'est pas dans l'épaisseur du trait, c'est un outil extrêmement puissant. Je crois qu'il faut saluer ce texte. C'est un continent, on a la chance d'appartenir à un continent qui ouvre la voie de la régulation de ces acteurs. C'est la première fois qu'un continent essaye de se doter d'un corpus juridique pour encadrer ces grands acteurs du numérique. Alors c'est bien sûr après un art d'exécution. On va voir comment les choses vont se mettre en place. Mais c'est une voie, en tout cas, qui est ouverte. L'histoire de la régulation audiovisuelle, elle a plus de 40 ans derrière elle. L'histoire de la régulation des acteurs numériques, elle commence en Europe avec le DSA. Elle a commencé le 25 août. Elle se poursuivra au mois de février l'année prochaine pour les plateformes plus petites. Et elle va se déployer dans les années qui viennent. J'insiste sur ce point parce que, monsieur le député Davy, vous évoquiez le retrait de certains contenus. La mission du DSA, la mission qui est mise en place par le DSA, ce n'est pas un contrôle de contenu individuel. Et les régulateurs ne vont pas courir après chaque tweet ou chaque post sur telle ou telle plateforme. C'est ce qu'on appelle une régulation de caractère systémique. On va contrôler si la plateforme s'acquitte de l'obligation que le règlement lui impose, et en particulier de l'obligation de moyens qui est le leur. Je prends un exemple. Si un signaleur de confiance annuellement nous dit « moi j'ai signalé 300 contenus ou 3000 contenus à la plateforme, aucun n'a reçu la moindre réponse, aucun n'a été suivi », on aura un indicateur d'un dispositif qui dysfonctionne et que la plateforme ne répond pas à son obligation. Et là, la sanction interviendra. Donc on n'est pas sur un contenu individuel. Ce que vous évoquez sur les contenus pédopornographiques, ce n'est pas de la compétence de l'ARCOM, c'est la compétence de la plateforme Pharos de la gendarmerie. C'est elle qui bloque les contenus à caractère pédopornographique ou les incitations au terrorisme. Elle le fait d'ailleurs très bien et elle le fait sous le contrôle de l'ARCOM au regard des libertés publiques. Notre mission, c'est de nous assurer que la police et la gendarmerie fait bien son métier sans porter atteinte de manière excessive aux libertés publiques. Voilà sur le volet relatif à la mise en place du DSA. Et Madame Metz, je réponds à votre question. La question du DSA, des contenus d'incitation à la haine, des fausses informations, de la manipulation d'informations, font partie des manquements qui sont couverts par ce règlement européen. Et donc l'obligation de lutter contre ces contenus sera bien évidemment pris en compte dans la mise en œuvre de ce règlement. Aura-t-on les moyens de notre politique au regard de cette mission? Alors je rappelle d'abord qu'en loi de finances, vous avez autorisé un relèvement du plafond d'emploi de l'autorité de 15 unités. Donc on est en train de renforcer la direction des plateformes en ligne qui dialoguent avec les acteurs qui vont rentrer dans ce champ. Et dans le projet de loi de finances pour 2024 qui vous est soumis, le plafond d'emploi serait augmenté encore de 10 unités. Donc voilà, ça va nous permettre de déployer. Comme je viens de l'exposer, la gouvernance de ce règlement, elle n'est pas uniquement entre les mains de l'ARCOM, elle est aussi entre les mains de la Commission européenne, qui est en train de se doter d'un service de 150 collaborateurs pour sa première séquence, et puis par tous nos homologues. Donc c'est l'union de la force de ces acteurs nationaux et de la Commission européenne qui permettra d'embrasser correctement les acteurs et la mise en œuvre du règlement.
Mais puisque vous m'y invitez, pour plusieurs d'entre vous, il va sans dire si l'expérience montre qu'avec les 2 augmentations de plafond d'emploi autorisées en 23 et 24, on ne devrait pas faire face, on ne devait pas faire face à nos obligations, nous le dirions et nous reviendrions devant la communauté, devant la représentation parlementaire pour le mentionner, pour le relever. Lié au numérique, je traite cette question maintenant. Le piratage, il a changé de logique. Quand Adopi a vu le jour, vous le savez, ça a été très critiqué à l'époque, c'est en quelque sorte l'internaute directement qui était visé, puisqu'on était dans une période où le piratage se faisait par échange de fichiers entre personnes. C'est ça qui était visé. Aujourd'hui, le piratage, il a changé de nature. Le piratage, il se fait par des sites de streaming illicites qui font leur beurre, pardon de cette expression, par le biais du piratage. Vous tapez le nom d'une compétition sportive à venir, un match PSG-OM, pour en citer une, vous voyez apparaître une série de sites. Et donc c'est ça maintenant que les outils législatifs que vous nous avez donnés visent, c'est de lutter contre ces sites. Et là, je crois vraiment qu'on peut considérer que le nouveau cadre législatif que vous avez mis en place a prouvé son efficacité. On a bloqué, j'ai cité le chiffre de 1600, mais depuis, de l'eau est passée. On en est à un peu plus de 2700 à la date où je vous parle. La loi est très subtile et très habile, je trouve. Je peux permettre cette expression vis-à-vis des législateurs que vous êtes. Elle permet une réaction très rapide, avec en amont une intervention du juge sur une procédure un peu de type référé qui permet, quand un ayant droit, type Canal+, ou autre signal des sites illicites, d'avoir une décision de blocage rapide. Et dès que les sites miroirs de sites bloqués réapparaissent, à ce moment-là, l'ARCOM qui peut intervenir, et ça se fait suivant une chaîne quasi automatique entre l'ayant droit, l'ARCOM et le fournisseur d'accès qui bloque le site. Sur la partie culturelle du piratage, elle est en train de monter en puissance depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Bon, on aura l'occasion sûrement à un moment de faire le bilan, mais je trouve que le processus est vraiment extrêmement encourageant. Voilà sur la partie numérique. J'en viens donc sur la partie média plus traditionnelle, sur plusieurs des points que vous avez évoqués. Vous avez évoqué la procédure de renouvellement des autorisations de 2025, les 15 chaînes qui arrivent en fin d'autorisation, 7 en février, 1 en juin et 6 en août 2025. La procédure est très balisée, elle est fixée par la loi de façon très précise. Nous venons de terminer une phase de consultation publique qui était en direction des acteurs du secteur et de tous ceux qui voulaient y répondre, que nous sommes en train de dépouiller. Elle s'est terminée vendredi dernier, donc on va la dépouiller. On va produire ensuite une étude d'impact de cette opération avec une analyse économique très complète du secteur et de l'évolution de la TNT au regard de l'économie du secteur. Elle sera publiée en tout cas avant la fin de cette année. Et ensuite, on va lancer un processus d'appel à candidature. On examinera ces candidatures. Les auditions des candidats seront publiques, et puis l'autorité, conformément aux missions qui sont les siennes, délibérera, choisira et conclura ensuite les conventions qui fixeront les obligations des opérateurs qui auront été retenus. La loi fixe un certain nombre de critères d'appréciation aux régulateurs, critères de pluralisme. C'est le fil rouge général de la réglementation que nous mettons en œuvre, assurer à notre paysage une pluralité d'acteurs. Il ne faut pas que notre paysage audiovisuel sont entre les mains d'un seul et même acteur, bien évidemment. Donc encourager la pluralité des acteurs pour avoir une diversité d'acteurs du paysage. L'intérêt du public, bien évidemment, offrir une offre la plus diverse et la plus riche possible pour que le téléspectateur français puisse avoir le choix. Et bien évidemment, pour des candidats historiques qui candidateraient au renouvellement de l'autorisation, l'un des critères d'appréciation du régulateur sera naturellement la façon dont cet éditeur s'est acquitté de ses obligations durant l'autorisation qui arrive à son terme. Ce n'est pas le seul critère, mais c'est un des critères d'appréciation. Donc je suis très, très précis et très clair sur ce point. Sur le service public qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous, donc j'ai évoqué dans mon propos introductif
la position qui était la nôtre, telle qu'on l'a exprimée à travers les contrats d'objectifs. Vous verrez les recommandations. On a formulé 13 recommandations dans l'avis que nous venons de rendre sur les coms de France Télévisions, Radio France et France Média Monde. Nous y abordons notamment la question des grands chantiers dans lesquels est engagé le service public à la demande des pouvoirs publics, je le rappelle, notamment la convergence des réseaux de proximité, en considérant que le service public devait avoir une offre de proximité consolidée et opérante. Les constats que nous avons faits dans nos avis annuels, vous le savez, monsieur le député, vous aviez entendu dans le cadre de la commission que vous aviez présidée consacrée à l'avenir de l'audiovisuel public, les constats nous laissaient penser, d'où l'avis que nous avons encore exprimé ce matin, que laisser cette convergence au simple pilotage individuel de chacune des entreprises ne produisait pas les résultats, ou en tout cas pas avec le calendrier qu'on pouvait espérer. Bien sûr, le processus s'est mis en place, des matinales entre France Bleu, France 3 existent, on le sait, mais la convergence et l'organisation d'une offre de proximité de services publics complète n'est pas encore au rendez-vous. Et notre sentiment, c'est que la conduite d'une réforme de ce type, qui mobilise des ressources très importantes, c'est une part très importante des ressources de France Télévisions, c'est une part très importante des ressources de Radio France, en termes de collaborateurs, en termes de moyens financiers, en termes d'espace immobilier. Notre sentiment, c'est que s'il n'y a pas un pilote dans l'avion, s'il n'y a pas une organisation pour conduire ce rapprochement, le résultat pourra difficilement être au rendez-vous. Donc je cible bien là la convergence des deux réseaux, France 3 et France Bleu, qui faisaient partie des objectifs fixés dans les coms et qui feront partie des prochains coms. Et à l'occasion de l'examen des prochains coms, nous serons attentifs sur ce point-là et nous réexprimerons, le cas échéant, le sentiment qui est le nôtre. De la même façon, donc, on sera attentif, bien sûr, au niveau de financement de l'audiovisuel public. Sur le privé, j'en ai dit un mot. Alors, sur le public et le privé, monsieur le député, moi, je partage votre sentiment. L'échec de Salto, c'est un échec. Bon, c'est une déception. La plateforme en elle-même n'avait pas démérité. 1 million d'abonnés, c'était pas ridicule. Elle visait une offre nationale française qui, en tant que telle, n'avait pas l'ambition de rivaliser, d'être un nouveau Netflix ou un nouvel Amazon Prime. Mais c'est vrai que c'est quand même une forme d'échec, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, nos acteurs qui n'ont pas pu se regrouper, puisque le projet de rapprochement entre TF1 et M6 n'a pas pu aboutir, m'amène à simplement une observation qui, je crois, devra être au cœur des réflexions des États généraux de l'information. Comment bâtit-on un modèle de financement de nos médias pour les années qui viennent, qui préserve une offre pluraliste, indépendante, dans le cadre démocratique qui est le nôtre? Cette question du modèle de financement, à mes yeux, est aujourd'hui centrale. Elle est centrale pour la presse écrite, bien évidemment, depuis de nombreuses années, mais elle est centrale pour les médias audiovisuels, pour le service public. La réponse, bien sûr, est du côté de l'État, avec les financements qu'il dégage, ou avec le vote du Parlement, bien évidemment, à l'appui, et les missions qu'il confie. Pour le privé, il faut être attentif aux ressources du privé. Et on ne peut pas laisser considérer que c'est normal que les acteurs du numérique captent l'essentiel de la ressource sans se poser de questions. Sinon, on ira vers l'attrition de nos acteurs du secteur privé. Donc il faut être attentif, très attentif, à cette question du financement de nos acteurs de l'audiovisuel, de façon générale. Dans nos missions à l'égard des acteurs traditionnels, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, il y a la question bien sûr de la diversité. Nous y sommes très attentifs à la place des femmes dans les médias. Madame la députée Calvez, je sais que c'est un combat qui vous est cher, comme à beaucoup de vos collègues. Il nous est cher aussi, vous le savez. On a progressé, on progresse au fil des années. Le chiffre moyen de présence de femmes dans les médias est maintenant donc un peu supérieur à 44%. C'est vrai que l'expression des femmes est plus faible. On le mesure avec nos collègues de l'INA grâce à des outils d'intelligence artificielle, parce que les femmes sont plus souvent interrompues
parce qu'elles s'expriment parfois moins sur les plateaux que les hommes. On sait que dans certains domaines, c'est particulièrement vrai pour la politique, c'est vrai aussi pour le sport, la place des femmes doit être plus importante sur les plateaux. Donc ce combat n'est pas gagné, mais on avance, on progresse. Je pense que les choses sont en bonne voie. Le fait d'avoir 3 présidentes à la tête de l'audiovisuel public y contribue. Je pense que la nouvelle génération des managers à la tête des entreprises de l'audiovisuel prennent la mesure de ce mouvement. Je ne dirais pas la même chose d'autres thématiques touchant à la diversité. Vous avez évoqué la place des personnes en situation de handicap. C'est vrai que les chiffres que nous mesurons dans notre baromètre ne peuvent satisfaire personne. Je pense à la diversité de nos territoires, place des territoires ultramarins, sur lesquels on peut incontestablement faire des progrès, la place de nos territoires ruraux ou de nos villes moyennes dans les médias. Cette thématique de la diversité reste encore devant nous et je crois qu'il faut insister sur le fait que si nos médias ne reflètent pas la société française, si on ne se retrouve pas, si les Français ne se retrouvent pas dans les médias, c'est probablement un élément de fragilité de la confiance qu'ils peuvent accorder à ces médias. Donc c'est un enjeu qui est bien évidemment très, très important. Vous avez abordé le point de la souveraineté et le dossier des services d'intérêt généraux. C'est un des grands dossiers devant nous. Dans ces nouveaux écrans de télévision que nous achetons aujourd'hui, si vous allez chez les distributeurs français, je ne citerai pas de marque ici, sinon je serais censuré pour publicité clandestine, donc ça serait gênant pour le régulateur. Mais vous auriez un poste de télévision qui ressemble en réalité à votre écran de smartphone, avec des applications qui correspondent à des services de télévision qui sont des services payants avec lesquels le constructeur a passé des accords. Et idem, si vous passez par un boîtier d'une marque célèbre, pas très éloignée de celle-là, vous aurez aussi des applications qui correspondent à des applications payantes. Et donc, a fortiori, compte tenu de la classe d'âge qui regarde la télévision, où est mon TF1, où est mon France 2, où est mon émission favorite sur telle ou telle chaîne. C'est là où la directive SMA donc, permet d'imposer aux interfaces qui nous permettent d'accéder au contenu, d'imposer des services dits d'intérêt généraux. Cette directive transposée dans notre droit impose 2 droits, l'audiovisuel public, mais permet de l'étendre à d'autres acteurs. Et donc nous venons de terminer une consultation publique auprès des acteurs sur ce sujet. Nous sommes en train de l'analyser, on va les entendre d'ailleurs de vive voix avant de statuer. Nous observons ce qui se passe chez nos voisins, puisque les Italiens, les Allemands, les Anglais se sont attachés également à ce sujet. Et bien évidemment, l'enjeu, vous l'avez dit, et on partage tout à fait ce souci, c'est un enjeu de souveraineté, de permettre, dans le même esprit que ce que je disais au député Gauthier tout à l'heure, de préserver nos opérateurs nationaux. Il faut accompagner nos opérateurs nationaux. Soyons fiers de nos acteurs et accompagnons-les. Donc ce chantier est pour nous vraiment un chantier très important. Sur le financement du cinéma, on a la chance d'avoir un modèle de financement très précieux en France que je connais bien. Le cinéma est pour nous, pour notre modèle culturel, un trésor national, comme diraient les Japonais. On n'est jamais suffisamment attentif à son modèle de financement. La Cour des comptes, la maison mère, a fait un certain nombre d'observations. Par définition, elles sont bonnes. Sinon, le premier président me rappellerait à mes obligations de magistrat des comptes. C'est vrai que le modèle des plateformes, c'est un modèle qui est plus tourné vers la production audiovisuelle. Ce n'est pas un modèle qui est tourné vers le cinéma, spontanément. Dans leur financement, ils financent du cinéma, mais ce n'est pas le cœur de leur stratégie. Et donc, ce n'est pas, à la date d'aujourd'hui, un relais de croissance, comme on dit, pour les acteurs du cinéma. Donc, faisons vivre cette réglementation. Elle est toute récente. Les décrets production datent de 2021. On est seulement en 2023. On va faire le 2e bilan là, prochainement. Donc, laissons un petit peu vivre, je pense, cette nouvelle réglementation. Et à un moment, il faudra en dresser un bilan et voir si les curseurs de cette réglementation doivent éventuellement être ajustés.
J'ai sûrement oublié des questions. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais sinon je reviendrai sur le sujet. Il me semble avoir fait à peu près le tour. Oui, il me semble que vous avez été exhaustif dans la réponse à cette première salle de questions et nous allons prendre la seconde avec, pour commencer pour 1 minute, Emmanuel Pellerin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, au regard de l'essor rapide et de l'influence croissante de l'intelligence artificielle, j'aimerais attirer votre attention sur ses implications potentielles dans notre paysage audiovisuel et numérique. Pouvez-vous nous indiquer si l'ARCOM a identifié des tendances ou des préoccupations spécifiques concernant l'utilisation de l'IA par les acteurs de la communication audiovisuelle et numérique en France? Et de plus, comment l'ARCOM envisage-t-elle de réguler et de superviser l'utilisation de l'IA pour garantir la préservation de la diversité culturelle, la protection des données des utilisateurs et la prévention des contenus indésirables? Merci infiniment. Merci, monsieur le député. Bruno Bilde. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, les ressources publiques représentaient en 2021 44% des revenus des chaînes de télévision locales. 18 des 41 chaînes qui ont fourni l'origine de leurs ressources déclarent un produit d'exploitation majoritairement composé de financements publics. Ces apports financiers ont augmenté de 10% par rapport à 2020. Les collectivités locales peuvent intervenir dans le financement des télévisions locales par des participations capitalistiques. Elles peuvent également intervenir sous forme de subventions directes ou indirectes. Ainsi, de nombreuses chaînes locales sont portées directement par des institutions et uniquement subventionnées par de l'argent public issu des collectivités locales. L'ARCOM exerce-t-elle un réel contrôle sur ces chaînes locales qui ne respectent pas toujours le pluralisme? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Fabienne Colbock. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, l'ARCOM exerce différentes missions dont vous avez bien précisé les enjeux dans votre propos liminaire. Une de ces missions est le respect des personnes et du public, avec comme enjeu la lutte contre la diffusion des discours haineux en ligne. En juillet dernier, vous avez publié un rapport évaluant les actions des plateformes en la matière. Il met en évidence des problèmes d'accessibilité et de clarté dans leurs conditions générales. L'une de vos recommandations consiste à ce que les plateformes définissent dans leurs conditions générales de service de manière explicite les contenus qui sont interdits par la loi. La précision de ces conditions formulées de manière compréhensible est en effet essentielle pour que les utilisateurs comprennent les règles en vigueur. J'ai d'ailleurs déposé un amendement dans ce sens dans le projet de loi sécuriser et réguler l'espace numérique. Pourriez-vous nous préciser tout de même quel est l'état des discussions des plateformes numériques en la matière? Je vous remercie. Merci, madame la députée. Idir Boumerti. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur de l'ARCOM. L'Assemblée nationale va avoir à connaître dès demain du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Les 2 premiers articles de ce projet confient à l'ARCOM la compétence d'élaborer un référentiel déterminant les exigences techniques auxquelles devraient répondre les systèmes de vérification d'âge, ainsi qu'un pouvoir de mise en demeure, de sanctions pécuniaires et de blocage des sites. Opérant ici un contournement du juge judiciaire au profit de l'administration auquel nous nous opposons, nous observons par ailleurs que la loi de 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a confié à l'ARCOM une procédure d'injonction judiciaire. Cette dernière peine à être appliquée, notamment du fait de recours contentieux massifs de la part des géants du numérique. Monsieur le directeur, Monsieur le Président plutôt, j'aimerais que nous puissions avoir plus d'informations sur les pistes envisagées par votre autorité pour rendre ces procédures effectives. Merci, monsieur le député. Emmanuel Antoine. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, je souhaiterais revenir sur la protection des mineurs et notamment l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Dans sa mission de protection de jeunes publics à l'exposition de contenus pornographiques, l'ARCOM s'est donné pour objectif de renforcer son soutien à la parentalité numérique. Des analyses nous alertent sur les dangers des usages d'Internet auprès du jeune public, cyberharcèlement, haine en ligne, pornographie. Et parmi les conclusions d'un rapport sénatorial publié à l'automne dernier, on ne peut que déplorer que 80% des mineurs ont déjà vu des contenus pornographiques et qu'à 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à de telles images. Face à ce constat édifiant, il nous faut des moyens pour agir concrètement,
Sous votre présidence ont été mises en place des tutoriels destinés aux parents pour mieux protéger leurs enfants des contenus choquants ou de leurs effets. Comment mesure-t-on leur efficacité et quelles sont les pistes envisagées pour l'améliorer? Par ailleurs, la fréquentation de la plateforme « Je protège mon enfant de la pornographie » est-elle concluante? Avez-vous envisagé de déployer une stratégie de communication pour améliorer sa notoriété et donc son utilisation? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Christopher Weisberg. Merci Madame la Présidente. Alors je suis député français d'Amérique du Nord et je ne peux m'empêcher de constater une américanisation de nos médias avec une polarisation de plus en plus forte et des médias d'opinion qui semblent devenir une chose assez normale. Alors contrairement aux États-Unis, nous avons un modèle qui encadre beaucoup plus la liberté d'expression. Je voulais savoir si vous avez constaté une augmentation chiffrée des propos tendancieux dans les médias audiovisuels, si vous pouvez nous indiquer le nombre de signalements suivis de sanctions, et si vous pensez que les sanctions appliquées sont efficaces et persuasives dans une ère d'agressivité médiatique. Merci. Merci, Monsieur le député. Julien Audoul. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, selon le rapport d'activité de l'ARCOM, 19 mises en demeure et 9 sanctions ont été prononcées en 2022. J'aimerais vous alerter sur les graves dérives antisémites sur la chaîne du service public France 24 qui n'ont toujours pas été sanctionnées par votre autorité. En mars dernier, 4 journalistes arabophones ont été épinglés pour des propos antisémites et nazis à l'encontre d'Israël et plus généralement de la communauté juive qui ont été publiés sur leurs réseaux sociaux. Sur les 4 journalistes, seule une a été mise à pied par la chaîne France 24. Les autres ont écopé d'un simple rappel à l'ordre. Malgré ces événements, le 1er mai dernier, la chaîne France 24 a jugé bon de recruter un journaliste précédemment licencié par la BBC pour des propos antisémites, M. Abel Bari Atwan. Il avait notamment défendu le massacre d'athlètes israéliens au JO de Munich en 1972. Plusieurs signalements ont été faits à l'ARCOM. Qu'attendez-vous pour réagir, Monsieur le Président? Merci. Violette Spilbou. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier pour cette présentation très claire de ce premier rapport d'activité de l'ARCOM pour l'année 2022 dans le cadre de votre rôle de régulateur du paysage audiovisuel français. Nous mesurons toute votre utilité pour protéger le pluralisme et la qualité de l'information audiovisuelle. Nous mesurons aussi l'ampleur des missions qui vous incombent et qui seront renforcées avec le PJL numérique en cours de vote à l'Assemblée nationale. Vous le savez, en cette période de rentrée budgétaire, notre commission va auditionner tour à tour, comme vous l'avez fait, les différents PDG de l'audiovisuel public français pour les interroger sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens en cours. Notre commission rendra aussi un avis sur des projets de nouveaux COM ainsi que l'ARCOM début 2024 dans la perspective 2024-2028. Dans un souci de rétablissement de la confiance dans les médias, vous vous positionnez dans vos recommandations du 28 septembre dernier en tant que régulateur sur la mise en accessibilité de ces documents COM qui aujourd'hui ne sont pas publics. Cela permettrait à mon sens de mieux garantir la transparence et l'indépendance de l'audiovisuel public et donc d'éclairer les enjeux stratégiques à venir pour notre pays. Comment pensez-vous faire aboutir cette recommandation? Merci Madame la députée. Ségolène Amiot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président de l'ARCOM, tel que mon collègue l'a souligné dans son intervention, les missions de l'ARCOM n'ont cessé de s'étendre cette dernière année. Le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique que nous allons étudier en séance dès demain va donner encore plus de travail à votre administration, future coordinatrice pour les services numériques. Je m'interroge sur la capacité de vos services à répondre à la hausse de l'activité de façon efficiente, sans une hausse conséquente des effectifs et des moyens. Nous savons déjà qu'une partie du travail de veille sera donc confiée aux signaleurs de confiance et aux autres acteurs de la société civile. Mais il restera à l'ARCOM toutes les missions de coordination, de régulation du numérique, de police et de justice maintenant concernant les sites pornographiques, ce sur quoi nous ne sommes absolument pas favorables. D'un point de vue budgétaire, selon le PLF 2024, pensez-vous que seulement 10 personnes supplémentaires, pour atteindre donc 380 équivalents temps plein, sera suffisant pour prendre en charge toute la coordination et la régulation du numérique? Merci Madame la députée. Alexandre Portier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique va étendre les pouvoirs de l'ARCOM, comme vous l'avez rappelé.
en particulier sur le contrôle des sites pornographiques et le respect des règles qui leur sont imposées, notamment celle de vérifier l'âge des personnes naviguant sur leur site. L'ARCOM est aussi l'autorité chargée d'établir le référentiel, je cite, déterminant les caractéristiques techniques applicables au système de vérification de l'âge mis en place pour l'accès aux services de communication au public en ligne qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques. Est-ce que vous pourriez indiquer comment vous conseillez le législateur sur les pistes judicieuses pour construire précisément ce référentiel au moment où nous allons entamer ce débat? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Frédéric Maillot. Madame la Présidente, Monsieur le Président, vous avez été à La Réunion la semaine dernière et vous avez concédé dans le journal Le Quotidien que le pacte de visibilité Outre-mer est une belle initiative pour progresser collectivement sur ce sujet prioritaire, ce qui m'emmène à poser les 2 questions suivantes. Sur les 25 engagements qui ont été pris, je commencerai par le 17 qui vise à renforcer le soutien à la production de documentaire local en doublant le budget qui lui est consacré. Pouvez-vous m'indiquer si 2 ans plus tard, ce budget a effectivement été doublé? L'engagement 19, lui, prévoit de doter chaque bassin de son propre festival du film documentaire. Et la question est la suivante, pourquoi à La Réunion, ce n'est toujours pas le cas? Et si on parle de représentativité des ultramarins, combien de personnes véritablement originaires des Outre-mer sont dans le top manager de France Télévisions? Et si, enfin, je salue l'effort, le réflexe en faveur des pays d'Outre-mer, je ne peux que vous encourager de muter ce réflexe en automatisme. Merci, monsieur le député. Belkir Belhaddad. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, selon les conclusions de l'étude menée par l'ARCOM, il ressort que seulement 10% du temps consacré aux magazines sportifs visionné est dédié au parasport. De plus, le temps d'antenne dévolu au parasport masculin est 3 fois plus supérieur à celui consacré à la pratique féminine. Cette disparité est similaire à celle que l'on constate dans le domaine du sport valide. En conséquence, les athlètes féminines se trouvent doublement en situation de sous-représentation. Cependant, l'ARCOM a pris des initiatives importantes pour changer cette situation, notamment avec l'opération Sport féminin toujours, ou bien l'opération Jouant ensemble, qui sont des exemples de ces efforts. Ces initiatives visent à promouvoir le sport féminin et le parasport et à garantir une couverture médiatique équitable et accessible des Jeux olympiques et paralympiques. Ma question est donc, comment l'ARCOM compte-t-elle renforcer ces initiatives pour les Jeux de Paris 2024? Quel rôle les plateformes en ligne peuvent-elles jouer dans cette démarche? Et surtout, comment l'ARCOM envisage-t-elle d'améliorer la retransmission de ces événements pour atteindre un public plus large? Merci. Merci, monsieur le député. Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, en mai dernier, l'ARCOM a publié une étude alarmante sur la forte augmentation d'exposition des mineurs au contenu pornographique sur Internet. Aujourd'hui, 2,3 millions de jeunes consomment du porno, plus de 36% en 5 ans. C'est une fille sur 3 et un garçon sur 2 chez les 12-13 ans. Ces chiffres sont alarmants, surtout que ces jeunes sont exposés à des images de plus en plus violentes et parfois même à de la zoopornographie. Un exemple. Douloureuse expérience vécue par un jeune garçon de moins de 10 ans, faite sur Internet en cherchant comment identifier le sexe de son animal de compagnie, et qui est tombé sur des images et des vidéos zoophiles. En France, c'est 1,5 million d'individus qui ont regardé des images zoophiles dans les 6 derniers mois. C'est donc un sujet à prendre très au sérieux. Aussi, je souhaiterais savoir comment l'ARCOM lutte contre la zoopornographie sur Internet, de quels outils elle aurait besoin pour endiguer ce phénomène et quelles évolutions législatives éventuelles seraient à vos yeux nécessaires afin de supprimer définitivement ce type de vidéos. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le Président, c'est à vous pour répondre à ces questions qui balayent un large spectre de vos compétences. Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs les députés. Je vais m'attacher à y répondre. J'ai oublié tout à l'heure de répondre à une question qui m'était posée sur les sujets environnementaux. Donc je rappelle qu'on a une mission nouvelle qui incite, enfin qui confie à l'ARCOM la mission d'incitation aux acteurs du secteur à conclure des contrats climat et à rendre compte devant le Parlement de l'atteinte de cet objectif et surtout des contenus et du résultat de cet objectif, ce que nous ferons très prochainement. Sur l'intelligence artificielle, monsieur le député, c'est bien sûr un sujet très, très important qui peut à la fois être une source de progrès, une aide dont on voit bien les potentialités, y compris dans le domaine de la création,
mais avec des risques dont il faut bien évidemment avoir conscience. Je pense à la protection du droit des auteurs, bien évidemment, puisque l'intelligence artificielle fonctionne à partir de données qui sont sur le domaine, qui sont publiques, et travaille à partir de ces données. Et donc la question de la juste rémunération des auteurs sera pour ce secteur une question qui est tout à fait cruciale. Et de même, deuxième sujet très sensible, c'est l'information telle qu'elle est délivrée. Quelle est la part qui relève du travail du journaliste indépendant et la part contributive d'un outil d'intelligence artificielle? Je mentionne que ces deux sujets, il y en a certainement d'autres. Pour vous dire tout simplement qu'on a mis en place au sein de l'ARCOM un groupe de travail consacré à ce sujet-là, qui engage un cycle d'audition de l'ensemble des acteurs du secteur audiovisuel. Je pense qu'avant la fin de l'année, on sera amené à produire un document de synthèse avec notre regard, nos propositions, et de voir si effectivement les questions de régulation se posent. Bon, sachant qu'entre-temps, comme vous le savez, le règlement européen sur l'IA sera très avancé, si ce n'est adopté, donc le cadre juridique sera largement posé au niveau du continent. Sur les télés locales, monsieur le député, je partage votre sentiment, c'est des acteurs importants de notre paysage. Les Français, on le sait, ils l'ont manifesté à de nombreuses reprises et de diverses façons, sont très demandeurs dans l'univers mondialisé qui est le nôtre d'une offre de proximité, qui s'adresse à eux, qui leur parle des territoires sur lesquels ils sont. Et donc l'ARCOM est effectivement très attentive à préserver la diversité du modèle des télévisions locales, un modèle qui a plusieurs formes. Il y a des chaînes de services publics. On a parlé tout à l'heure de la convergence entre les réseaux France 3, France Bleu pour avoir une offre de services publics plus cohérente et plus efficace. Il y a des offres privées. Je pense au développement récent du déploiement de BFM en région, dans un certain nombre de grandes agglomérations. Il y a des modèles qui reposent sur la presse quotidienne régionale. Et puis, il y a des chaînes qui sont indépendantes, mais, vous l'avez à juste titre souligné, très souvent, ces chaînes, du fait de la fragilité de leur modèle économique, de la fragilité des bassins publicitaires dans lesquels elles agissent, sont tributaires de contrats d'objectifs et de moyens qu'elles concluent avec les régions, ou en tout cas les collectivités locales. Donc voilà, on est très attentif à préserver l'équilibre du paysage, très attentif à leur développement. On peut être amené à intervenir, bien évidemment, sur les contenus en cas de manquement, puisqu'elles sont, elles aussi, un régime d'obligation. Force est de constater, je me tourne vers le directeur général qui est à côté de moi, qu'on a peu de signalements sur les chaînes d'information locales. Donc si, en tout cas, vous avez des cas en tête, n'hésitez pas à nous le faire savoir. La haine en ligne qui a été évoquée est couverte par le nouveau règlement européen sur les services numériques. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contrôle qu'on a effectué sur les plateformes au regard des compétences antérieures à la mise en œuvre de ce règlement européen sont un peu mitigés. On peut penser que les plateformes peuvent faire plus que ce qu'elles font, même s'il y a tout de même une dynamique de mouvement. J'espère, et en tout cas j'ai bon espoir, que le nouveau règlement européen permettra de franchir une étape importante. Sur les sites pornographiques, qui est revenu dans plusieurs interventions ici, plusieurs remarques. D'abord, effectivement, l'ARCOM, ça fait partie de ses missions, c'est d'attacher à nommer le phénomène en menant une étude très complète qui, je crois, a frappé les esprits par les chiffres qu'on avait, par les instruments de mesure qui ont révélé l'ampleur du phénomène. Le rapport récent du Haut Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes a aussi contribué à une prise de conscience générale des opinions publiques. Et je crois qu'un consensus existe aujourd'hui, en tout cas dans la société française, mais au-delà de nos frontières, sur les risques que l'exposition de mineurs de plus en plus jeunes à ces contenus peuvent faire naître sur leur perception de la sexualité, sur les rapports entre les hommes et les femmes, et que ce phénomène doit trouver aujourd'hui une réponse. Une première réponse a été apportée par le Parlement avec la loi violence conjugale de 2020. Elle nous donnait 2 compétences. Mettre en demeure les sites qui ne mettent pas en place un dispositif permettant de s'assurer que la personne qui se connecte est majeure, de se conformer aux obligations du Code pénal. Nous nous sommes acquittés de cette obligation. On a mis en demeure 5 sites d'abord, les principaux, puis 9 sites complémentaires derrière.
Deuxième compétence que nous donnait cette loi, en cas de non-respect de la mise en demeure prononcée par le régulateur, la faculté de saisir le juge judiciaire pour ordonner une mesure de blocage, ce que l'ARCOM a fait. Et comme vous le savez, donc dans la dernière décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris, le juge a pour l'instant sursis à statuer dans l'attente que le Conseil d'État statue de son côté sur un recours dont il est saisi sur le décret d'application de cette loi violence conjugale de 2020. Le législateur, à l'initiative du gouvernement, examine actuellement un projet de loi qui change la donne, qui donnerait le pouvoir de blocage directement à l'ARCOM. Donc ce texte qui est soumis à l'appréciation du Parlement, plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, nous demande de produire, après la promulgation de la loi, un référentiel élaboré en liaison avec la CNIL et puis l'un des services de l'État qui s'appelle le PEREN. Nous y travaillons actuellement. J'ai été auditionné la semaine dernière par la commission spéciale de votre Assemblée sur ce sujet spécifique du référentiel. Donc on leur a indiqué que nous étions déjà bien avancés dans ce travail. C'est un texte qui fixera les principes que les dispositifs que les sites vont devoir mettre en place devront respecter. Protection des mineurs d'un côté, protection des données de l'autre, eu égard à la nature des sites, et indiquant les voies et moyens à respecter pour se conformer à cette obligation. Donc on se met on a tout à fait anticipé sur l'adoption de ce texte et sur la possibilité, donc naturellement, de mettre en place très rapidement les nouvelles dispositions législatives. Pas se cacher les difficultés néanmoins qui s'attachent à ce dossier. Vous avez vu que beaucoup de pays étrangers se sont attaqués à ce sujet. Les États-Unis d'Amérique, plusieurs États américains ont adopté des législations dont plusieurs ont été suspendus par des juges, en considérant que ces législations étaient trop vagues d'un côté ou trop attentatoires aux libertés. L'Australie a récemment renoncé sur le dispositif. Bon, la France propose une voie et l'ARCOM, bien évidemment, conformément notre feuille de route, c'est ce que je dis toujours, notre feuille de route, c'est la loi, toute la loi, rien que la loi. Donc, une fois que vous aurez voté la loi, l'ARCOM mettra en œuvre la loi, bien évidemment. Elle le fera avec beaucoup de détermination. Au-delà de ce volet répressif, vous l'avez évoqué, madame, il y a bien évidemment un volet éducatif qui est très important. J'en ai parlé avec le ministre de l'Éducation nationale il y a quelques jours. Nous devons impérativement développer non seulement l'éducation aux médias, mais ce qu'on pourrait appeler l'éducation à la citoyenneté numérique. Ce n'est pas parce qu'on a très tôt un outil de type smartphone, ce n'est pas parce qu'on ouvre, protégé par un pseudonyme ou un avatar, un compte sur un réseau social, qu'on doit se comporter de façon non conforme à la vie normale en société. Et donc ce volet éducatif est très important. Il passe par les familles aussi, avec les dispositifs de contrôle parental qui existent sur tous ces appareils, mais qui sont très peu mis en œuvre. Le site jeprotègemonenfant.gouv.fr que vous avez évoqué est un outil d'information qui mériterait d'être beaucoup plus valorisé, de faire l'objet de communication publique plus importante. Je l'ai là aussi rappelé au ministre de l'Éducation, et je le rappellerai, je l'ai évoqué également avec Madame Cobel sur ces sujets-là. Donc, volet coercitif, oui, volet éducatif aussi, c'est un volet qui est tout à fait important. Les médias d'opinion, c'est vrai qu'on voit une polarisation du débat public. Bon, voilà, le débat public, l'ARCOM n'est pas là pour le régenter, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas une police de la pensée, bien évidemment. Les points de vue s'expriment, c'est la démocratie qui veut ça. La seule chose pour l'ARCOM qui est importante, c'est qu'un éditeur respecte les obligations auxquelles il est soumis, respecte les limites qui sont posées par la loi, et bien évidemment, chaque fois qu'un éditeur manquera ses obligations, telles qu'elles sont fixées par la loi ou par les conventions qui les dit, la main du régulateur ne tremblera pas, il l'a montré par le passé, il continuera à le faire pour l'avenir.
Le pacte de visibilité de l'outre-mer, je crois que mon collègue qui posait cette question est parti. C'est un point qui est très important. Je pense que c'est un progrès. Le fait qu'il y ait un engagement qui soit pris avec un comité de suivi dans lequel la représentation parlementaire est présente, dans lequel nous sommes présents, est un levier d'action utile. Incontestablement, il y a encore du travail à parcourir pour que les Outre-mer, dans l'ensemble des programmes qui sont offerts sur nos chaînes de télévision, trouvent une place plus importante. Vous avez évoqué le parasport, monsieur le député. On initie des initiatives pour amplifier la visibilité de ces disciplines et de façon générale la visibilité des personnes en situation de handicap sur les écrans. On a présenté la semaine dernière une opération conjointe avec la ministre des Sports et la ministre en charge des personnes handicapées. L'année 2024 va être une chance formidable puisque le service public va retransmettre intégralement les Jeux paralympiques. Donc c'est plus de 300 heures de programme. La totalité de ces Jeux paralympiques seront présents sur les écrans du service public. C'est des manifestations qui touchent beaucoup les Français parce qu'on voit, d'abord, on a de grands champions en France. C'est des prouesses formidables, c'est des histoires de vie absolument incroyables, c'est des exemples qui sont très inspirants. Et donc on soutient tout à fait ce mouvement, comme cela a été évoqué. Sur les contenus antisémites, monsieur le député, je voulais vous dire que c'était pour nous un point de vigilance de tous les instants, par définition. De même que sur les contenus racistes, nous sommes extrêmement vigilants et nous sommes amenés à intervenir. Sur ce que vous mentionniez, on était en l'occurrence sur des expressions qui étaient faites, en l'occurrence par l'intermédiaire de tweets, sur lesquels l'ARCOM n'avait pas de compétences directes. Mais ça n'empêche que dès que nous avons connaissance de ça, nous sommes intervenus auprès de la présidente de France Média Monde sur cette question. Et bien évidemment, on sera très attentif de façon générale à ces sujets de lutte contre l'antisémitisme, qui fait partie de nos missions. J'espère avoir là aussi répondu le plus rapidement possible à l'ensemble des questions qui m'étaient posées, sauf si j'en avais oublié une. Celle de Bertrand Sort, vous n'avez pas complètement répondu. Sur les sites pornographiques. Non, les zoophiles. Sur les alors ça rentre dans les contenus pornographiques. Donc on ne fait pas de distinction par catégorie. Un contenu est pornographique et donc il est sous le coup de la loi. Je rappelle quand même sur ce sujet-là que l'interdiction d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques est dans le code pénal depuis très longtemps. Donc les sites devraient d'ores et déjà se conformer à cette obligation. Ce qui me frappe le plus depuis la loi de 2020 sur les violences conjugales, c'est que les sites auxquels nous avons affaire n'ont pris aucune initiative ou début d'initiative pour tenter de se conformer à cette obligation légale. C'est la raison pour laquelle on a prononcé les mises en demeure, on a saisi le tribunal judiciaire. Bon, on va avoir maintenant un nouveau cadre législatif qui va se mettre en place. Je l'ai dit, l'ARCOM utilisera en tout cas toutes les armes que le législateur lui donnera et le fera avec beaucoup de détermination. Merci beaucoup pour ces réponses, ces propos qui sont très clairs, et notamment sur le DSA et la régulation qui se met en place. Je pense que c'était vraiment important que vous fassiez ces rappels et que la France, enfin en tout cas l'Europe et la France se mettent en pointe pour la régulation des contenus. Donc merci beaucoup pour la présentation, et je rappelle à mes collègues que nous nous retrouvons demain matin à 9h30 pour l'audition de Delphine Ernotte, et donc je vous espère nombreux à 9h30. Bonne soirée.